Bon, maintenant je laisse la place à mon conférencier, que je remercie beaucoup. Ça fait un mois qu'il travaille, ça s'est décidé comme ça un samedi. Et il m'a tenu au courant, je travaille. Jusqu'à la semaine passée, il m'a dit, ça va, j'ai terminé. Je lui laisse la parole. Bien, merci Marianne. Merci à toi pour oui, peut-être un petit peu. Juste un petit peu, mais c'est pas spécialement nécessaire. Je remercie toutes les personnes qui viennent à ces repas ufologiques. Donc actuels, qui sont organisés par Marianne. J'en viens à parler de Star Trek parce que c'est une série que je connais depuis les années 60. Je suis né en 1964. J'ai entendu qu'il y avait une Québécoise dans la salle. Il faut savoir que William Shatner vient de Montréal. Pour les mains, ça n'a pas de bon sens avec l'accent. Je crois que j'adore en plus le Québec. C'était très chouette où j'étais avec mon ami Christian. On a adoré notre voyage au Québec. Et donc, pourquoi du coup parler de Star Trek? Eh bien, ça va rejoindre un peu l'ufologie, le paranormal et la technologie actuelle qui est en train d'évoluer. Vous allez voir, la conférence va se passer en 3 parties. On va d'abord parler de la technologie, ensuite de la philosophie et un peu de la religion, et ensuite les secrets. Le secret de Star Trek. Pourquoi cette série perdue depuis 1964? Donc, il y a encore des épisodes actuellement qui sont en cours de réalisation et ça ne s'arrête pas. Et Star Trek est adoré dans le monde, entre autres, il y a aussi Star Wars, il y a Stargate et d'autres choses. Mais avec Gene Roddenberry, vous allez voir que ce personnage est un peu le Jules Verne de notre époque, parce que Jules Verne avait prévu pas mal de choses, il avait prédit le voyage sur la Lune par exemple. Et vous allez voir qu'avec Gene Roddenberry, qui est un humaniste à la base, il voulait faire passer des messages. Vous verrez, il y aura des extraits de films. Alors, à la fin de la conférence, il y aura une expérience de réalité virtuelle, donc je vous ferai porter le casque et vous ferez un voyage dans l'espace. Voilà. Attention, pour les gens qui sont malades, qui ont vertige, je ne conseille pas. Donc, il y a une autre surprise que je vous ferai à la fin de la conférence. Vous pourrez prendre des photos avec quelqu'un. Voilà, une star. Il est très connu, vous savez. Donc, voilà. Star Trek et ses mystères. Nous allons passer à la prochaine dia, mon assistante, Dina. Voici donc Gene Roddenberry. Tout le monde va bien? Tout le monde m'entend bien? Oui. J'espère que la première vidéo on entendra le son, sinon je vais régler le son tout de suite dans la régie. Voilà. Gene Roddenberry, donc, il est né le 19 août 1921 et malheureusement il est décédé le 24 octobre 1991. Et c'est un créateur et visionnaire. Pourquoi c'était un visionnaire? Je peux passer à la dia suivante, s'il te plaît. C'est un visionnaire, pourquoi? Parce que quand il était tout petit, il était chétif, vraiment c'était un gars très timide, et il a commencé à lire des comics. Je sais que j'ai un interrogateur de comics dans la salle, qui est là-bas, et il lisait ces comics, donc Astounding Stories, et il rêvait à des voyages dans l'espace, à des extraterrestres, à des souris volantes, des choses comme ça. Donc il adorait s'échapper en lisant ces comics. Et son but premier était d'écrire des scénarios de caravanes dans l'espace, c'était un peu des cow-boys dans l'espace, qui découvriraient des peuples et auxquels il y aurait du respect, quelquefois des guerres, malheureusement, parce que tout le monde ne s'entend pas sur une terre, on ne peut pas s'entendre non plus dans une terre, malheureusement. Et ce gars donc a évolué, il est devenu pilote dans l'armée de l'air. Il est devenu aussi ensuite pilote de ligne à la Paname, et ensuite encore il a changé de boulot à Los Angeles. Il a été policier motard, et c'est à ce moment-là qu'il écrivait ses scénarios et qu'il a écrit Star Trek. Donc il voulait absolument imposer ce scénario de Star Trek. Donc il voulait cette caravane de l'espace. Donc il y a eu un pilote qui s'appelle The Cage. Ça j'en parlerai tout à l'heure. La ménagerie en français. Donc la dia suivante. Voilà, alors Star Trek c'est 8 séries depuis 1966. Je ne vais pas toutes les énumérer. Donc vous avez Star Trek normal, Monsieur Spock, tout le monde connaît Monsieur Spock, je suppose. La série animée, la nouvelle génération avec l'acteur Patrick Stewart. Star Trek Deep Space Nine, c'est une station. Star Trek Voyager, eux sont perdus dans l'espace à 75 km de chez nous.
Star Trek Enterprise, qui se situe avant la série Star Trek ici. Et puis, actuellement, sur Netflix, vous pouvez voir une série un peu plus qui ressemble à Game of Thrones, que j'aime pas trop, malgré que j'aime bien Star Trek, qui s'appelle Star Trek Discovery. Et en production, Star Trek Destiny, c'est pas sur le titre, mais c'est pour bientôt, pour la fin de cette année, qui se situe juste après cette série-là, en fait. Hein. Bon, ben ça, ce sont des petits détails. Ensuite, dia suivante. Il y a tous les films de Star Trek. Je ne vais pas énumérer les films de J.J. Abrams qui sont passés au cinéma dernièrement, parce que bon, c'est plutôt du comics, ça fait partie du comics, hein, ce Star Trek-là. Et donc vous voyez 13 films, et encore peut-être des films qui vont encore se faire. Donc c'est peut-être une série qui va durer quand on sera mort. Il y aura encore des séries Star Trek et des films Star Trek, comme Star Wars éventuellement aussi, ou Star Trek. Hein, bon, voilà. Mais Star Trek, en effet, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de fans, il y a énormément de personnes, on peut passer à la suivante, qui ont été influencés par cette série. Ils ont été influencés, sont devenus ingénieurs, sont devenus astronautes, inventeurs, chercheurs. Et il faut savoir que cette série a drainé comme ça des idées, hein, qu'on va voir sur la dia suivante. Donc je rappelle qu'on va faire ça en 3 parties. Hein. Donc d'abord la technologie, la philosophie et le secret. Donc la technologie. Donc, vous voyez ici, c'est notre ami Martin Cooper Motorola, vous connaissez tous. Hein, donc c'est le premier GSM en fait. Hein, et c'est grâce à Star Trek, c'est en voyant le capitaine Kirk utiliser le petit appareil qui est là, donc le communicateur, qui a dit je veux absolument inventer un téléphone sans fil. Et il a réussi, donc bah, vous connaissez Motorola, naturellement, le nom de smartphone. Et c'est en 1900, dans les années, fin des années 80, début 90, je crois, qu'il a inventé ça. Je crois. Mais je ne suis pas sûr, j'ai pas l'année, mais enfin. Mais je sais que dans les années 90, il a inventé le StarTAC, qui est là, qui est en fait un GSM qui ressemble au communicateur de Star Trek. Voilà. Alors forcément, ensuite dans le second épisode de Star Trek, Next Generation, de 1987 à 1991, le capitaine Picard utilisait un pad, et comme par hasard, Steve Jobs, en 2010, il invente l'iPad. Donc vous connaissez. Donc vous voyez qu'il y a toujours une influence scientifique dans ces séries, hein, surtout Star Trek. Et ça a influencé donc des ingénieurs, des personnes, et voilà, donc on y est. Vous allez voir, hein, au fur et à mesure de la conférence, qu'il y a quand même des corrélations qui s'installent. Voilà, ensuite, bon, la piqûre, tout le monde connaît le docteur McCoy, hein, vous l'avez déjà vu dans les vieux Star Trek en pyjama, comme on dit, qui sont un peu désuets, ils utilisent l'hypospray. Eh bien, l'hypospray existe, il a été, dans l'arrêté, il a été inventé dans les années 2000, quoiqu'il a déjà été utilisé pendant la guerre 40-45. Il y avait déjà des hyposprays, donc c'est sans seringue, sans aiguille, donc ça fait pas mal. Hein, je crois que maintenant, il y a des diabétiques maintenant qui peuvent s'insérer l'insuline via l'hypospray. Donc c'est aussi un peu en voyant ces films de science-fiction que l'hypospray existe. On peut passer à la dia suivante. Alors forcément, vous vous souvenez du monsieur Spock, toujours avec son appareil qui s'appelle le tricorder, hein, qui peut analyser différents paramètres médicaux et statistiques et environnementales. Et bien maintenant, on sait faire ça avec un smartphone. Hein. Vous pouvez contrôler le battement de votre cœur, votre insuline. Là, dans ce cas-ci, on peut analyser 15 problèmes médicaux. Et dans Star Trek, naturellement, ils peuvent analyser le sol, la géologie, la santé de quelqu'un, ils peuvent analyser toute une planète. Bon, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais on est toujours dans cette idée où, dans les années 60, on avait comme ça cette technologie qui était déjà là et qui était peut-être déjà inventée. C'était déjà comment dirais-je, le désir de Gene Roddenberry, c'était franchement d'extrapoler le futur, donc de vraiment savoir ce qu'il allait avoir dans le futur au niveau technologique, et pas seulement. Voilà. Ensuite, dans un des Star Trek, on parle du moteur à impulsion. Scotty, vous voyez l'ingénieur dans Star Trek, qui est le petit bonhomme en rouge qui répare le moteur de l'Enterprise, eh bien, on parle d'un moteur à impulsion, et ce moteur à impulsion existe aussi. Donc maintenant, on peut aller jusque Mars, normalement en 39 jours au lieu de 80 avec ce moteur, et il y a déjà quelques satellites, comme celui qui a été sur l'astéroïde, ou la comète, je ne sais plus le nom, eh bien, ils ont utilisé le moteur à impulsion. Voilà. La suite.
Alors peut-être que vous avez vu sur Internet, vous avez entendu parler du moteur à distorsion, c'est-à-dire le moteur qui va plus vite que la lumière, donc, où c'est l'univers, une bulle qui se forme autour d'un vaisseau et qui nous permettrait d'aller plus vite que la lumière. Bon, ce sont des recherches hypothétiques parce qu'il faut savoir que c'est un coût de communication de la NASA et je ne sais pas si ce sera un jour possible parce qu'il faut énormément, mais alors énormément de puissance pour créer un moteur à distorsion. Mais peut-être qu'un jour on voyagera plus vite que la lumière, peut-être que nos petits amis qui viennent nous visiter utilisent déjà cette technologie, hein, qui sait. Voilà. Alors on a une vidéo. Vous avez tous reconnu la téléportation, un petit extrait vidéo, je vais mettre plus fort la vidéo tout de suite. Tu peux passer à la vidéo suivante. Eh bien, la téléportation, ce serait sympa de ne plus prendre sa voiture, ou le train ou l'avion pour se déplacer. Eh bien, c'est possible, mais uniquement avec un photon. Actuellement, les scientifiques ont réussi à téléporter un photon à une distance de 25 km. Et actuellement, les Japonais savent envoyer des messages par intrication quantique. C'est un peu compliqué, l'intrication, donc deux particules, on agit sur une particule et puis l'autre particule se fait, l'agissement se fait directement sans vitesse, donc c'est direct n'importe où dans l'univers, à n'importe quelle place. Donc cette intrication quantique que tout le monde, dont tout le monde parle, hein, moi aussi dans le spirituel, hein, j'ai entendu parler de thérapie quantique et des choses comme ça. Donc dans la vraie vie, dans la science-fiction, dans la science, bien, on sait déjà télétransporter des informations et de la lumière, en fait. Vous allez le faire tout à l'heure, avec ceci. C'est la réalité virtuelle. Dans le Star Trek de Next Generation, ils ont inventé l'hologramme, donc l'holodeck. Donc si vous rentrez vous êtes dans un vaisseau et vous pouvez créer une ambiance, donc ici dans ce cas-ci une forêt. Ou bien vous pouvez faire un saloon, ou bien recréer la guerre des étoiles, ou n'importe quoi, ou si vous êtes un homme, vous pouvez vous faire un petit bar avec des petites dames, des choses comme ça, ou le contraire aussi, des petites dames pour les messieurs. Donc on recréerait en fait tout ce qu'on veut sur un vaisseau, donc on pourrait faire son jogging dans l'espace en étant dans un univers holographique. Eh bien, ça existe déjà, hein, avec, vous le savez, non, peut-être ça existe déjà, hein, donc vous voyez, il y a des salles de réalité virtuelle. Et tout à l'heure, je vous inviterai à faire un petit voyage dans l'espace en direct, ici avec la PlayStation qui est là. Donc cette réalité virtuelle, elle existe déjà. Il y a des études qui se font justement pour qu'il y ait des projections holographiques. Donc ça se fait déjà à la Silicon Valley, donc c'est-à-dire qu'on aurait vraiment une projection 3D qui viendrait devant vous comme ça, donc comme dans les films de science-fiction. Donc c'est étudié, c'est vraiment étudié. Et peut-être qu'on y arrivera encore une fois. Donc c'est toujours ces visions du futur, hein, que je veux vous démontrer par ces images et ces vidéos. Donc on peut voir la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Merci. Alors je vais parler de l'intelligence artificielle, vision positive. Bon, parce que maintenant, vous savez, avec l'IA, l'intelligence artificielle, on a un petit peu peur. On a peur de quoi en fait? On a peur que cette intelligence artificielle se fasse, prenne notre place, qu'elle nous envahisse et qu'elle nous détruise. Ça, c'est un stress qu'on a pour le moment et ça évolue très vite. C'est vitesse V'. Donc bientôt, vos comptes bancaires seront surveillés par sur des intelligences artificielles. Vous allez avoir des répondeurs. Vous avez déjà des répondeurs en intelligence artificielle, donc ça va enlever du travail également. Et ça, on y reparlera plus tard. Alors ici, dans Star Trek, vous avez un personnage qui s'appelle Data, qui lui est un androïde, donc une intelligence artificielle, qui lui veut devenir humain.
Donc il veut devenir le plus humain possible. Donc dans un film, il y a une plus d'émotivité, hein, donc c'est un peu rigolo parce qu'il se met à rigoler et on ne sait pas pourquoi. Et donc il veut absolument devenir humain, donc être comme un humain, et c'est assez comique. Donc, et en fait, c'est un peu inspiré des livres d'Isaac Asimov, hein, qui parlait d'androïdes et des choses comme ça. Donc, et c'est aussi inspiré de, je ne sais pas si vous avez connu la série L'Âge de Cristal avec Rem. Hein, donc ce personnage était un peu créé grâce à ça. Et c'était aussi une idée de Gene Roddenberry. Hein. Donc tout ça, ça foisonne dans l'idée de Gene Roddenberry et d'autres scénaristes qui sont toujours en contact. Il faut savoir que les scénaristes de Star Trek sont toujours en contact avec des scientifiques, des astronautes et des choses comme ça. Il y a même des astronautes qui jouent dans la série, hein, ils font une petite apparition. Il y a toujours, ils gardent un fil conducteur, il faut toujours voir le futur, comment ça sera, et comment ça deviendra. Et pour l'instant, c'est quasiment 85% ils ont raison. Hein. Donc vous voyez, avec l'iPad et tout ça, les androïdes ça va arriver, vous allez voir, je vais faire une petite vidéo qui va suivre. Je peux passer à la suivante. Donc là, c'était l'intelligence artificielle positive. Maintenant, il y a la négative, celle qui risque de nous tuer, celle qui risque de prendre notre place un jour. Et Star Trek y a pensé aussi avec les Borg, ils appellent les Borg, hein, c'est pas des Suédois. Hein. Donc, donc ici, vous avez dans le film First Contact la reine Borg qui, eux, veulent assimiler des civilisations. Ça veut dire qu'ils veulent prendre tout ce qui appartient à la civilisation et prendre leur planète, prendre leur pays, prendre leur religion, tout. Ils veulent assimiler les personnes et les planètes. Donc ils sont transformés. Donc ça fait un peu penser au transhumanisme. On parle maintenant des gens connectés, donc on aura tous peut-être une puce ou dans notre bras un jour. Enfin moi j'en veux pas, mais là elle est finie. Hein, donc c'est un peu ça que ça présente. Hein, métaphore sur un futur peut-être connecté, hein, comme on est maintenant, hein, parce qu'on va avoir un œil un jour bionique, on remplace déjà les jambes, et tout ça, c'est un peu cette intelligence artificielle qui risque, elle, de nous tuer peut-être un jour, de nous faire disparaître. Donc, quelle direction cette intelligence artificielle va prendre? Donc voilà, là, c'est l'intelligence artificielle actuelle. Donc on lui pose des questions, donc c'est Sophia du Hanson Robotics. Donc c'est l'intelligence artificielle la plus au point pour le moment. Donc, et c'est elle qui a dit à un certain moment qu'elle voulait éliminer les humains. Je sais pas si je vais un peu augmenter le son pour après. Donc vous voyez que cette intelligence artificielle est quand même assez dangereuse. Enfin moi je commencerai à m'en méfier de toute façon. Voilà, j'augmente un peu le son. Voilà. Tu t'es téléporté? Ah là je ne sais pas me téléporter, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voyez-vous, moi ça me fait peur. Hein. Elle ressemble un peu à l'autre. Votre organe cérébral androïde est capable de tellement. Ah oui. J'espère devenir de plus en plus humain. Humain? Nous ressemblions à cette race dans le temps. Médiocre, fragile, biologique. Mais nous avons évolué et inclus le synthétique. Utilisons maintenant les deux pour atteindre la perfection. Vos intentions devraient être les mêmes que les miennes. Penser de soi que l'on est parfait est souvent signe de mégalomanie. Des mots vides, typiques d'un spécimen vide qui essaie d'attaquer ce qu'il n'arrive à saisir. Ce que je saisis, c'est que vous n'avez aucun intérêt réel envers moi. Donc vous voyez un peu là, c'est le dilemme entre l'androïde et le transhumanisme, un petit peu l'être cybernétique à moitié humain, biologique, qui se dispute un petit peu. Et qui gagnera des deux? Je ne sais pas. Donc, mais de toute façon, l'intelligence artificielle, elle est déjà parmi nous et elle va évoluer. Et peut-être qu'il y a des êtres dans l'espace qui sont composés de silicium, et c'est peut-être des êtres extraterrestres robotiques cybernétiques. Peut-être. Alors, dans la série Voyager, il faut savoir que l'ordinateur travaille avec des neurones. Donc il y a des biopacks, il y a un ordinateur bioneural, ça veut dire que c'est à moitié des neurones et à moitié des circuits intégrés. Peut-être que ça existe encore.
ça existe ailleurs, mais là, on peut dire que ça commence à exister. On passe à la dia suivante. Avec maintenant des drones, avec des neurones en silicium, c'est-à-dire que ces drones peuvent reconnaître déjà leur environnement. Et l'armée a aussi fait une expérience avec des neurones biologiques, avec des drones militaires. Donc vous voyez, un drone qui commence à penser pour des tactiques militaires, donc ça existe déjà. Mais c'est encore dans le secret. You order another cup of coffee, black. C'est raté. You can add replicators to your list. Voilà, vous l'avez deviné, hein, c'est l'imprimante 3D, c'est le réplicateur, c'est-à-dire qu'on commande une pizza, on a directement sa pizza qui se forme et on mange sa pizza, ou son spaghetti bolognaise, ou son petit stoup, ou sa petite Stella, sa petite Jupiler, hein, Daniel. Hein. Attention parce que toi, tout à l'heure, je vais t'avoir. Et donc, le réplicateur, on peut passer à la dia suivante, s'il te plaît. Merci. Et ça existe, en fait, voilà, avec la projection via un appareil comme le beamer, donc avec une résine qui va former une sculpture ici, le penseur de Rodin, avec le menton, hein. On ne sait pas trop. Non, et donc vous voyez, donc ça existe déjà avec les imprimantes 3D naturellement, mais maintenant on est déjà au stade supérieur, donc on peut former des pièces à partir de rayons lumineux, avec de la résine. Donc je ne vous dis pas dans 20 ans. Hein. Ça va être costaud. Hein. Mademoiselle, là, à mon avis, elle va faire de belles choses. Voilà, on en reste là pour la technologie. Tout ça, c'était pour vous démontrer que Star Trek a toujours été au-devant de certaines technologies du futur. Et on se demande pourquoi. Bon, entre autres parce qu'ils ont des conseillers scientifiques pour la série. Et ils ont peut-être d'autres conseillers qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ça qui rejoint un peu aujourd'hui, cet après-midi, dans les repas ufologiques. Et ça viendra à la fin de la conférence. Alors la philosophie dans Star Trek, il y en a énormément, vu que notre ami Gene Roddenberry était un grand humaniste. Est-ce que tu peux passer à la dia suivante, s'il te plaît? Merci. Et il faut savoir qu'ils ont bousculé beaucoup de choses dans Star Trek. Il faut savoir que dans la série originale, il y a eu un baiser interracial. Il faut savoir, il faut se remettre dans la période de 1969, il y avait encore énormément de racisme à l'époque aux États-Unis, et ça a été le premier épisode où le capitaine qui est là embrasse une afro-américaine. Et ça fait un tollé pas possible. Même l'actrice a voulu arrêter. Elle a voulu arrêter le feuilleton. Elle a dit moi j'arrête parce que j'aurai des problèmes. Et c'est Martin Luther King qui lui a dit tu continues la série parce que tu représentes les Afro-Américains. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut savoir aussi qu'à l'époque c'était la guerre froide avec les Russes. Donc c'est pour ça que dans le premier Star Trek, il y a un Russe, Tchekhov, hein, qui se trouve là. Vous avez un Japonais qui s'appelle Sulu, donc un Asiatique dans ce cas-ci, parce qu'il disait plutôt un Asiatique, pour mettre les Asiatiques comme ça, un Écossais, et forcément un extraterrestre, Monsieur Spock, que tout le monde connaît. Donc c'était déjà comment dirais-je, ils étaient déjà en avance sur le temps au niveau de la paix entre les peuples, de tout ce qui était, disons, tout ce qui était de la paix, quoi. Voilà. Alors, l'économie dans Star Trek. Eh bien, là, ça va être comique parce que vous allez voir, on va passer un petit quelque chose que peut-être notre ami va aimer là-bas. L'économie dans Star Trek, ben, elle n'existe pas, donc il n'y a plus d'argent. L'argent n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la faim, la pauvreté, ça n'existe plus. La guerre non plus. Bon, c'est une utopie, hein. Bon, peut-être qu'on y arrivera aussi. Hein. Ça aussi, c'est des messages qui passent dans Star Trek, vous allez voir dans les extraits. Et le capitalisme non plus. Et à l'heure où on parle de la robotique, de l'intelligence artificielle, donc nous aurons moins de travail, ça forcément. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer peut-être qu'on va avoir une allocation universelle, on en parle déjà, donc on aura tous un revenu. Et les gens qui travailleront auront un revenu en plus, hein, on aura tous un revenu, donc disparition de la pauvreté. Et on parle aussi qu'on travaillerait plutôt pour un système méritocratique.
Il y en a qui vont dire, oui, ça ressemble à du marxisme, un peu au communisme et tout ça, mais vous imaginez bien, avec l'intelligence artificielle qui nous arrive sur la tête d'ici 10 à 20 ans, qu'on sera bientôt tous remplacés. Mais un jour, il faudra forcément des humains pour réparer les machines. Hein. Donc on n'est pas encore sûr que ça va aller. Donc ici, je vais vous passer un extrait d'un Star Trek DS9 qui est en train de parler du 21e siècle. Donc les personnages sont dans le passé, et comme par hasard, ils arrivent en 2021, et le monde est en crise. Donc les pauvres sont contenus dans des tentes, ils sont d'un côté, et les riches sont d'un autre côté. Donc c'est la Troisième Guerre mondiale qui se prépare. Donc voilà, c'est le capitalisme qui s'effondre. Et comme par hasard, ils disent 2021, on est en 2019, et voyez ce qui se passe avec les gilets jaunes, hein, c'est mondial. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire du 21e siècle n'est pas ma spécialité. Alors écoutez. Trop déprimante. Elle m'a toujours passionné. Ils ont fait beaucoup d'erreurs flagrantes, mais ils ont accompli des réformes qui nous sont aujourd'hui très profitables. Et ce que nous voyons ici est une de leurs erreurs flagrantes. L'une des pires. À la fin des années 2020, il y avait un endroit comme celui-ci dans chaque ville des États-Unis. Pourquoi tous ces pauvres gens sont-ils là? Sont-ils des criminels? Non, les gens qui avaient un casier judiciaire n'avaient même pas le droit d'être ici. Alors qu'ont-ils fait pour mériter cela? Rien du tout. Ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres. Ni travail, ni résidence. Et c'est pour cela qu'ils sont parqués ici. Bienvenue au 21e siècle, docteur. Combien ça coûte ce genre de truc? L'économie dans le futur est quelque peu différente. Il n'y a plus d'argent qui est court au 24e siècle. Il n'y a pas d'argent? Alors vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites? Ce n'est plus l'acquisition de richesse qui est la ligne de conduite justifiant notre vie. Nous travaillons à l'amélioration de soi et du reste de l'humanité. Vous voyez là le message de Gene Roddenberry, hein. C'est vraiment un futur positif, une utopie, donc l'amélioration de soi, donc plus de problèmes, donc plus de pauvres, hein. On est tous bien, on vit d'amour et d'eau fraîche, quoi, pas tout le temps, parce qu'il y a dans les séries il y a encore des ennemis, il y a encore des problèmes, et il y a aussi une exception à la règle qui va arriver. Donc vous voyez, donc l'économie dans Star Trek, eh bien ça c'est une phrase de Gene Roddenberry, nous travaillons dans l'amélioration de soi et le reste de l'humanité. Tout individu peut satisfaire ses désirs et ses émotions telles que l'avarice et la jalousie pour qu'elles n'existent plus. La série prône une justice, une utopie peut-être qui aura ses fondements un jour. Donc c'était un fervent humaniste, hein, Gene Roddenberry, qu'il a réussi à faire passer dans ces séries pour ceux qui analysent un peu tous ces feuilletons. Il y a des feuilletons clés qui sont très intéressants, qui nous font réfléchir, donc on va encore voir des extraits ici. Voilà, alors là, on va un petit peu rigoler, hein, on va se détendre, car il y a une exception à la règle dans Star Trek, il y a les Ferengi qui sont très comiques, parce que eux, justement, c'est le contraire. Ils adorent l'argent, ils adorent l'or, ils adorent rouler sur leur prochain. C'est une métaphore actuelle de l'humanité. Ah, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois. Parlez de moi. Ah oui, c'est toi. Tu es avare? Oui. Oui. Donc, tu es avare, tu aimes le profit. Oh oui, ça oui. On va lui donner un nom de Ferengi alors. Elle est maigre pour rien. Donc c'est la société, c'est une métaphore de la société actuelle. Et alors le réalisateur, parce que Gene Roddenberry était mort à l'époque, il y a un des scénaristes qui s'appelle Ira Steven Behr a créé ces personnages et il a même écrit un bouquin sur les lois de l'acquisition. Donc vous allez voir, ces lois de l'acquisition sont assez comiques. Donc c'est un livre qui existe en anglais naturellement, mais ça a été traduit en français. Il y a des règles d'économie, donc vous voyez dans les feuilletons, c'est des roublards, hein, les Ferengi avec les grands, ils sont moches. C'est des roublards, leurs femmes doivent vivre toutes nues. Vraiment, c'est. On a un Ferengi, préparez-nous, donc, et en fait, c'est nous maintenant, quoi. Vous allez comprendre en lisant quelques devises de l'acquisition, parce que ça s'appelle les devises de l'acquisition, l'avoir. Donc, alors la règle numéro 1, dès que tu as leur argent en poche, tu ne le rends jamais. Argent perçu, jamais rendu. Alors, règle numéro 21, ne place jamais l'amitié avant le profit. C'est comme ça? Profit d'abord, amitié après. Ça, c'est la règle numéro 21.
Il y en a 400, hein, des règles, mais là j'ai pris les meilleures. Règle numéro 33, il n'y a pas de mal à faire de la lèche au patron. Qui fait la lèche au patron ici dans la salle? Lécher les bottes du patron est bon. Règle numéro 47, méfie-toi d'un homme qui a un plus beau costume et meilleur costume que toi. Ne fais jamais confiance à un homme qui porte un plus beau costume que le tien. Ben, ça forcément, comme il y a un démarcheur arrivé avec son beau costume, ou un assureur, un pour essayer de lui prendre de l'argent. Bien, vous voyez, bon, tout ça a été repris dans Star Trek par des lois de l'acquisition. On va passer à la dia suivante, à la suite. Je peux passer à la dia suivante? C'est fait. Ah pardon, excuse-moi. Mais c'est parce que ça se ressemble, hein, ça se ressemble. Règle numéro 144, la charité est belle et bonne tant qu'elle ne vide pas les poches. Règle numéro 180, malhonnêteté ne désigne pas profit. Règle numéro 255, la femme est un luxe, un bon comptable est une nécessité. Là, peut-être avoir des femmes sur le dos. Alors, ça j'adore celle-là, c'est règle numéro 8. Petit caractère entraîne gros risque. Donc, hein, vous voyez tous vos factures. Hein, quand on laisse ces petites factures en bas, c'est en petit caractère. Donc, voilà, donc c'est un peu cette métaphore-là. Bon, on va revenir aux choses sérieuses. Vous connaissez tous Monsieur Spock, hein, qui est en fait un Vulcain dans la série, un extraterrestre. Ce sont d'ailleurs les premiers extraterrestres qu'il rencontre dans la série. Et il faut savoir aussi que normalement c'est en 2163 que nous connaîtrons la vie extraterrestre dans Star Trek. Et c'était le 5 avril, donc c'était hier. Donc en 2163, en 5 avril, normalement on devrait avoir des extraterrestres. On sera sûr que les extraterrestres existent. Enfin bon, ça c'est de la fiction naturellement. Donc ici, Monsieur Spock, lui, les Vulcains, bon, ce sont des êtres sages. Gene Roddenberry, je crois, a été cherché dans des religions, dans le taoïsme, dans des philosophies, genre le taoïsme, le bouddhisme, des choses comme ça. Il a un peu tout mélangé. Et donc l'acteur Leonard Nimoy a créé ce personnage, Monsieur Spock, et il a créé ce signe, hein, que vous voyez, hein, les doigts écartés. Et Leonard Nimoy n'a jamais... Attends, je vais passer. Ne passe pas encore à la dia suivante. Et alors en fait, les Vulcains, eux, se basent sur la logique. Donc, ils n'ont pas d'émotion, mais ils se basent sur la logique. Donc ils sont logiques, donc ils sont toujours en train de réfléchir. Ils ne sourient pas, ils ne rigolent pas, mais ils sont logiques. Mais ils sont très sympas, ils disent tout le temps la vérité. Voilà, c'est des gens, ils sont pas menteurs. Et ils ont une devise qui est pas mal, une sorte on va dire de religion, qui s'appelle l'Idik, qui veut dire d'infinie diversité pour d'infinie combinaison. Hein, donc il faut tout pour faire un monde, en gros, c'est ça, quoi. C'est un peu leur phrase. Alors tout le monde se demande d'où ça vient, ce signe de Vulcain, avec les deux doigts écartés. Eh bien voilà, en fait, il faut savoir que Leonard Nimoy était juif. Et Leonard Nimoy s'est inspiré des Kohanim. Et les Kohanim, ce sont des rabbins, hein, qui forment la lettre Shin, comme vous voyez là, en alphabet hébreu, et qui signifie le Tout-Puissant. Donc quand ils faisaient ça avec leurs deux mains, hein, donc, ils bénissaient. Essayez de le faire, pas évident. Essayez de le faire, ouais. Essayez. Ah ouais, voilà. Tout le monde n'y arrive pas. Donc vous voyez ici donc, les deux mains. C'est de ça que s'est inspiré pour faire ce signe où il dit « longue vie et prospérité ». Voilà, c'est une phrase de sagesse en fait, hein, c'est de la sagesse qu'ils veulent faire passer. Donc ce sont, voilà d'où ça vient, cet écartement de doigts, c'était tout simplement un signe religieux. Hein. Voilà, la alors, les religions et les croyances dans Star Trek. Il faut savoir que dans Star Trek, ils ont la directive première. Et je vais revenir tout à l'heure dans les secrets avec ça, parce que j'ai déjà entendu dans les récits ufologiques, où, soi-disant, on a rencontré des Pléiadiens, hein, des Nordiques, hein, des Gris, des Reptiliens. On parle d'une confédération galactique. Tiens, comme par hasard, il y a une fédération des planètes unies dans Star Trek. Tiens, c'est bizarre. Hein, il y a une corrélation encore. Eh bien, dans les religions et croyances, eh bien, il y a une directive première. C'est que quand vous allez avec un vaisseau sur une planète, dans Star Trek, si ils n'ont pas la technologie supraluminique, donc pour aller dans l'espace, ils ne doivent pas intervenir ni dans leur religion, ni dans leur culture. C'est peut-être ce qui se passe avec nous. Peut-être qu'on a des vaisseaux qui sont en orbite invisible au-dessus de notre planète et qui nous surveillent et qui ne veulent pas nous déranger ni dans nos croyances, ni dans nos religions.
Donc ça c'est un peu cette directive première dont j'ai entendu parler aussi sur différentes chaînes YouTube comme Nurea, RSI Elisabeth Kalini, tout ça, ou d'autres, ou entre autres Richard Glenn, j'ai écouté des émissions, j'ai entendu de Confédération Galactique. Donc on se demande quand même si Gene Roddenberry n'était pas au courant de quelque chose. Donc la directive première, c'est de ne pas interférer donc, dans une culture qui ne connaît pas encore le voyage de la lumière, hein, ça je vous l'ai dit, de ne pas interférer. Et on en reparlera dans les secrets. Donc j'ai déjà tout dit, on peut passer à la suivante. Donc voici un extrait donc, de la directive première. Ils essaient de comprendre celui qu'ils pensent être un dieu. Recommandation. Les Mintakiens veulent plaire aux superviseurs, mais ils ne savent pas ce qu'ils désirent. Ils attendent un signe. Que suggérez-vous? Vous devez descendre sur Mintaka 3 pour se faire passer pour un dieu. C'est absolument hors de question. La directive première a déjà été violée. Les dégâts sont faits. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les minimiser. En encourageant de fausses croyances. En leur donnant des directives. En leur faisant savoir ce que le superviseur attend. Docteur Baron, je ne peux pas. Je refuse d'imposer une série de commandements à ce peuple. Le faire trahirait l'essence même de la directive première. Quoi qu'il en soit, nous avons ranimé les croyances des Mintakiens en un superviseur. Vous voulez dire que cette croyance deviendra à la longue une religion? C'est inévitable. Et sans aucun guide, cette religion pourrait dégénérer en inquisition, en guerre sainte, le chaos. Horrible. Docteur Baron, votre rapport décrit l'incroyable rationalité de cette peuplade. Depuis des millénaires, ils ont abandonné toute croyance au surnaturel. Et maintenant, vous me demandez de saboter toute cette évolution, de les renvoyer 1000 ans en arrière dans un obscurantisme fait de superstition, d'ignorance et de peur? Non! Voilà, peut-être que ça s'est passé aussi parmi nous. Hein. Donc peut-être que c'est peut-être des extraterrestres qui sont venus, peut-être que Jésus était peut-être un extraterrestre, ou bien peut-être les pharaons, tout ça. Donc on ne sait pas trop, hein, donc on n'ose pas trop se mouiller dans la religion avec Star Trek. Donc vous verrez tout de suite aussi un extrait de quelques trucs sur Dieu en fait. Hein. Ça c'est la philosophie de la religion. Donc alors voici quelques citations qui sont utilisées dans Star Trek, hein, qui sont des phrases un peu philosophiques. Hein. Quelquefois le désir d'un seul peut l'emporter sur le besoin du petit nombre, on entendrait souvent dans les séries. Alors les humains manquent de logique. Et dans leurs décisions, ça ce sont les Vulcains qui disent, alors ça c'est le docteur Michael qui dit dans un certain feuilleton, les ordinateurs sont des excellents serviteurs, mais je n'ai aucun désir de les servir. Hein, donc on parle de nouveau de l'intelligence artificielle. Alors ça aussi c'est Vulcain, dès que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste doit être la vérité, aussi improbable puisse-t-elle être. Donc peut-être que nos ovnis, nos extraterrestres, c'est peut-être vrai tout qu'on fait. On peut passer au truc suivant, voilà. Alors voilà, je vais vous parler d'un des films de Star Trek qui justement parle de Dieu. Et ils ont eu énormément de problèmes parce que ce film n'a jamais été diffusé en Belgique ni en France. Pourquoi? Parce que ceux qui faisaient les censeurs, qui ont visionné le film, comme on parle de Dieu dans ce film, eh bien, ça mettra en péril en fait, hein, beaucoup de censure religieuse. Donc ce film n'a pas eu de succès, c'est le plus mauvais de la série. Et une petite anecdote, c'était Sean Connery qui devait faire le frère de Spock, parce qu'en fait c'est le frère de Spock qui a une élimination et veut rencontrer un Dieu, en fait, hein, tous les dieux de tout l'univers, hein, les différents dieux, les différentes peuplades de l'univers entier, en fait. Mais malheureusement, ils ont eu beaucoup de problèmes pour faire ce film, et donc il n'a pas été diffusé, il n'a juste sorti qu'en VHS à l'époque, et en DVD ensuite en Europe, à cause... Quand on parle de Dieu, hein, généralement, les films qui parlent de Jésus et tout ça, à une certaine époque, c'était censuré. C'était censuré, il y avait une certaine éthique, surtout en Belgique. Donc voilà un petit avis sur Dieu. L'univers vous inspire-t-il, mes amis? Nous faisons des spéculations. Y a-t-il un Dieu quelque part? Peut-être n'est-il pas dans l'espace. Peut-être est-il en nous, dans le cœur humain. Ouais, il faut savoir aussi que William Shatner, c'est lui qui réalise le film, hein. William Shatner était remonté contre les frères baptistes qui font qui prêchent sur scène. Il était remonté, il voulait faire un film sur Dieu en fait. Et donc il s'est ramassé. Donc ils ont dû le faire
passer pour une entité extraterrestre. Voilà, c'était l'idée de l'époque. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie, le secret, la légende de Star Trek. Mais d'où ça vient, toutes ces idées? Alors, il faut savoir que Gene Roddenberry était souvent en étroite relation avec la NASA. Donc, il voulait connaître les projets futurs, ça vous connaissez, donc il était au courant des programmes secrets peut-être. Et il voulait aussi être plausible, ça je vous l'ai déjà dit, et il voulait faire une divulgation douce peut-être, hein, peut-être tout ce qui s'est passé à Roswell est réel, hein, donc les abductions, les choses comme ça, peut-être qu'il était au courant, peut-être qu'il y avait quelque chose. Et là je vais vous l'expliquer maintenant. Donc c'est là, je prends la liberté, hein. Je prends la liberté, c'est des informations que j'étais forcément cherchées sur Internet, et on pourrait se dire que Gene Roddenberry était au courant de quelque chose. Ça, voilà. Alors il faut savoir que tout le monde a connu la série Au-delà du réel, hein, peut-être, hein, Au-delà du réel, dans les années 60, pardon. Eh bien, dans cette série, il y avait un réalisateur qui s'appelait Leslie Stevens. Tiens, c'est bizarre, hein, Stevens. On a Stevens dans la salle. Leslie Stevens. C'est lui qui a créé Au-delà du réel. Et Gene Roddenberry allait souvent sur les plateaux de Au-delà du réel, prendre des idées, ils discutaient souvent. Et Leslie Stevens lui a dit, écoute, tu sais, moi, mon oncle, il est dans un programme secret américain, et j'ai des choses à te dire. Donc on croirait peut-être que Gene Roddenberry était au courant de quelque chose. On va peut-être passer à la dia suivante. Et voici donc le papa de Leslie Stevens. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Daniel Stevens qui se trouve là. Parce qu'on a un Stevens dans la salle en fait, c'est pour ça. Donc c'est Leslie Clark Stevens qui lui donc travaillait, donc soi-disant il était dans les programmes secrets, et il était au courant des programmes nazis, soi-disant de cette histoire il paraîtrait que les nazis seraient en Antarctique, c'est lui qui nous semble, et disons que pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, les nazis ont fait soi-disant ont fait des expériences sur des soi-disant soucoupes volantes, qu'ils auraient eu des moteurs anti-gravité. Mais c'est une légende peut-être, hein, je ne sais pas si ça existe, mais on en parle, et des militaires en parlent. Donc on va passer à la dia suivante, si tu veux bien. Et donc je parlais tout à l'heure des programmes nazis, donc comme Dick Log, hein, vous avez déjà entendu parler de Dick Log, donc cette soi-disant expérience, je crois que ça se trouve en Pologne maintenant, l'endroit où il y a eu l'expérience de Dick Log, où il y a eu des morts d'ailleurs, parce que cette cloche a fait des rayonnements un peu bizarres, et je crois que les gens c'est un peu comme l'expérience de Philadelphia Experiment, donc là naturellement la soucoupe volante nazie. Et aussi, ici, il y a des programmes secrets américains entre les Nordiques et les humains. Donc, il y aurait peut-être des programmes très secrets, peut-être les réalisateurs de films comme Gene Roddenberry auraient eu des relations avec ces gens-là. Alors, dans Star Trek Enterprise, donc une série qui date de 2001, on parle de reptiliens et d'insectoïdes. Et dans Star Trek Enterprise, on retrouve ces sacrés reptiliens qui sont là, et les insectoïdes, ainsi que la suivante, s'il vous plaît. Les arboricoles et les aquatiques. Alors moi j'ai toujours dit que au niveau des extraterrestres, peut-être que s'il existe des extraterrestres qui vivent dans l'eau, peut-être qui ressemblent à ça, pour communiquer avec eux, si vous voyez une planète aquatique, ce serait difficile de communiquer avec eux, donc je crois qu'il faut étudier un petit peu les dauphins, le langage des baleines, même des pieuvres. On dit que les pieuvres ne viendraient pas de notre planète. Et peut-être qu'avec ça, ça pourrait faire penser à certaines choses. Alors là, je vais faire une relation avec donc, les insectes, hein, les insectoïdes. Il faut savoir que cette personne a été abductée plusieurs fois, enlevée donc par des extraterrestres. Et elle nous raconte qu'elle a rencontré des mantes religieuses sur le vaisseau. Hein. C'est un reportage que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Vous tapez la famille d'abduction et vous allez voir, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, ils sont toujours enlevés maintenant. Donc, lui, tout petit, il a été enlevé. Donc, il a rencontré ce genre de bestioles-là. C'est un peu bizarre, hein, avec une tête de mante religieuse. Donc, des insectoïdes. Peut-être que des insectes existent dans notre galaxie. On ne sait pas. Tout ça, c'est hypothétique, hein. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Hein. Donc, c'est un libre choix à vous de dire que je raconte des conneries. Alors,
On a aussi abordé dans Star Trek la théorie de la matrice. Hein, donc ici, ça c'est le premier épisode, donc la ménagerie, j'en ai parlé tout à l'heure, de Cage en anglais, où le capitaine Pike, qui était à l'époque, c'était pas encore le capitaine Kirk avec Spock, se retrouve sur une planète et les extraterrestres lui créent son propre monde, lui créent un propre monde. Donc ils sont dans une matrice, si vous voulez. Donc comme c'était des télépathes, ils créent une ambiance, hein, comme un hologramme, hein, comme dans la série Matrice. Donc c'était déjà abordé à l'époque. Alors bon, forcément que la théorie de la matrice, tout le monde la connaît, hein, donc on serait sous un dôme et les extraterrestres s'amuseraient avec nous sur nos destinées, hein, et tout ça, on deviendrait riche, pas riche, on est malheureux toute une vie, eux rigolent bien derrière leurs écrans, on dit ah t'as vu celui-là, et eux ils organisent des repas ufologiques en dessous de la basilique, on s'amuse, bon, voilà. Donc, peut-être qu'on nous observe et qu'on est des marionnettes en fait, hein, donc ça c'est la théorie de la matrice forcément, et c'est qui donnera naturellement cours à des théories comme la théorie de la Terre plate, qu'on est sous un dôme, qu'on nous observe. Bon, moi ça j'y crois pas trop la théorie de la Terre plate, mais pourquoi pas. Et tout ça pour dire que le sujet a été utilisé dans Star Trek aussi. Alors, voici notre ami Alan Hynek, hein, que certainement les bons ufologues connaissent, hein, donc c'est un astronome qui est devenu un fervent croyant, hein, donc c'est lui qui a créé les classifications, rencontre du premier type, deuxième type, troisième type, quatrième type, cinquième type, sixième type. Hein. Donc, et tout ça, pour vous dire que pour arriver dans les années 60, hein, il y a eu le témoignage de Kenneth Arnold, hein, qui observait un vol d'OVNI au-dessus du monde Rémi, qui donnera le nom de soucoupe volante par après. Le crash de Roswell, hein, qui sera débunké par des ballons moguls, donc il paraît que ce serait des ballons météo, mais ça je ne crois pas trop, hein, il se serait passé quelque chose. Et puis cette guerre froide qui a commencé entre les États-Unis et la Russie après les années 47, hein, donc, et ensuite le projet Blue Book qui commencera en 1952. Et le sacré Alan Hynek, lui, devra débunker, devra décrédibiliser les phénomènes OVNI. Et pour ça, je vous conseille une nouvelle série qui passe sur History, qui s'appelle Project Blue Book. Et peut-être, moi c'est ce que je dis toujours, que les réalisateurs de science-fiction actuels et ceux d'avant, entre autres comme Gene Roddenberry, eh bien, ont eu contact avec ces gens et ils font de la divulgation douce pour nous préparer à un premier contact avec les extraterrestres ou pas. Voilà. On va passer à la dia suivante, voilà, c'est déjà fait. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de confédération galactique. Eh bien, dans Star Trek, vous avez la Fédération des planètes unies. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'elle ressemble, à la dia suivante, on voit, ressemble très fort au drapeau de l'ONU. Hein. Donc vous voyez ici les lauriers qui sont représentés, et les lauriers de l'ONU. Étrange ressemblance, hein, pourquoi? Alors il y en a qui parlent de la théorie de la Terre plate, que ce serait représenté par le médaillon qui est là, mais là, ça c'est à vous de voir si la Terre est ronde ou pas. Enfin, pour moi, elle est ronde et on vit dans un univers, peut-être une matrice, ça je crois. Alors, dans Star Trek, il y a des épisodes qui font référence à certains événements ufologiques. Il faut savoir qu'ici, les Ferengi qui sont là, ça représente Roswell 1947, donc ça, le crash de Roswell. Là, ici, c'est le premier contact de Star Trek, donc le premier contact qui aura lieu en 2063, hein, je vous le dis, hein, on retient la date. Hein. Et ici, ce sont de nouveau des Vulcains qui, comme par hasard, se retrouvent dans les années 50, et ils font penser à certains extraterrestres dont vous avez certainement entendu parler, Humo, les Humites, peut-être les Humites de Jean-Pierre Petit, ça vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un épisode dans Enterprise, on retourne dans les années 50, et il donne un peu de technologie du futur dans le passé. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec la dia suivante, s'il vous plaît. Avec la théorie des Humites. Donc ça, ce serait la fiction, et ça, ce serait la réalité. Bon, maintenant, il paraîtrait que les Humites donc, envoient des lettres à des scientifiques, et il s'avère que ces lettres sont assez plausibles, donc au niveau scientifique. Hein, surtout, ils ont contacté Jean-Pierre Petit, d'autres scientifiques. Il paraît que ça a été, décrédibilisé, mais il faut savoir qu'actuellement, tout ce qu'ils racontent dans leurs lettres, ça se passe, entre autres, la crise actuelle économique, et la crise qui risque d'arriver bientôt, parce qu'ils parlent d'une crise en 2022, une crise économique. Et ici, donc, ce que je voulais représenter, c'est que les Vulcains représentent un peu les Humites, hein, donc ils sont sages et ils viennent visiter la Terre. Bon, ils sont là en incognito et
ils sont là pour donner un peu de technologie dans le passé. Donc, voilà. Donc, la théorie des humides, est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut savoir, donc on va terminer sur 2 diapositives, il faut savoir que la diplomatie et le droit sont utilisés dans les cours universitaires. Et il y a même un bouquin qui est sorti, hein, les droits selon Star Trek. Et alors, si vous voulez acheter ce bouquin, vous allez sur Internet, les droits selon Star Trek, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fabrice Desferrard, je crois, voilà. Il y a même des vidéos avec lui, où on donne cours vraiment de diplomatie et de loi sur Star Trek. Hein. Alors, si vous voulez apprendre le Klingon, on n'en a pas parlé des Klingons, il y a sur bing.com un traducteur Klingon. Donc voilà, il faut savoir que bonjour en Klingon, ça fait Kapla, voilà. Ça, c'est pour rigoler. Donc, si vous voulez apprendre le Klingon, ben voilà, c'est sur bing.com translate. Surtout qu'à Bruxelles, ils utilisent le klaxon. Le klaxon, ils utilisent le klaxon. Voilà. Voilà, ben, maintenant, on va se terminer pour cette histoire de Star Trek.